Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Pédis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous avions vu d'abord le réveil d'un peuple, 1857, l'opposition parlementaire, 1857-1859, le soulèvement national en 1859, ainsi que le drame de Riobamba, négociations et batailles de 1859-1860, la prise de Guayaquil en 1860, García Moreno président 1860-1861, les réformes 1861, le Concordat en 1862, la régénération du clergé en 1862 et 1863, la défaite de Tulcan, la violente réaction en 1863, et nous y sommes. Nous arrivons au Congrès de 1863. Le Congrès, au terme de la Constitution, devait ouvrir ses portes, ses sessions, en août 1863. Alors l'ambiance générale, depuis 18 mois, était aux coteries libérales ou de la révolution cosmopolite, avec des journaux qui se répandaient en injures contre García Moreno et contre le peuple solidaire de sa politique. Injures également contre le concordat intolérable pour la Révolution, qui était un véritable défi porté au siècle de libéralisme et de progrès. Il y eut donc tout un tapage anticatholique dont le principal instigateur était Pedro Carbo. Aux ennemis de l'Église, qui hurlaient contre la restauration de ses droits sacrés, se joignaient certains catholiques piqués, eux aussi, de la tarentule libérale. Ce n'est pas nouveau. La Révolution a tellement brouillé les idées, même dans les meilleures têtes, que le fait de se rendre à l'Église, le fait de rendre à l'Église son inaliénable liberté, sera presque toujours considéré comme une usurpation sur les droits du pouvoir civil. Cette opposition générale et violente des classes dirigeantes eut pour effet de tromper le peuple, qui n'entend rien à ces sortes de questions. Et grâce aux déclamations de chrétiens qu'il estimait, grâce aux déclamations de prêtres et de religieux dont il respectait le caractère sacré, les électeurs en vinrent à regarder le Concordat comme une calamité publique. Et il n'existait pas à l'époque les médias comme aujourd'hui. Une boîte de Pandore que, dans l'intérêt même de García Moreno, il fallait au plus vite écarter de l'Équateur. Aussi envoyèrent-ils au Congrès donc une grande majorité d'anticoncordataires, la plupart ennemis acharnés de García Moreno, et c'est à peine si dans les deux chambres, il comptait une dizaine de représentants franchement dévoués à sa politique. Pour peindre son isolement à ce moment critique, il convient ici de présenter Antonio Borrero, qui sera le futur successeur de García Moreno. C'était un avocat, publiciste distingué, catholique sincère, et vieil ami de García Moreno. Il avait combattu avec lui dans les congrès de 1857 et 1858, et il l'avait soutenu contre ses ennemis. Donc García Moreno comptait sur lui comme sur un ami de 20 ans.
En 1861, il le priait avec instance d'accepter un ministère. Et là, le 4 janvier 1863, García Moreno propose Borrero comme candidat officiel à la vice-présidence de la République. Et au lieu de réclamer contre sa candidature, prônée par tous les journaux conservateurs, Borrero déclara que ce titre de candidat officiel imposait le devoir de rester neutre dans l'élection. Il était décidé à accepter la vice-présidence si la majorité se prononçait en sa faveur. Mais dans l'intervalle, la publication du Concordat étant survenue, le catholique libéral ne put s'empêcher de jeter sa pierre à l'œuvre de Pie IX et de García Moreno. Le Concordat ne répondait nullement aux vues de Borrero, qui entreprit tout de suite la critique de ces différents articles. Justement étonné de voir un catholique, son ami intime et son candidat à la vice-présidence, attaquer en public une loi de l'État et de l'Église, García Moreno le supplia, pour éviter le scandale, de lui soumettre ses observations, s'engageant à présenter lui-même au Saint-Siège un projet de réforme si, après mûr examen, des modifications lui paraissaient avantageuses. Mais le vent de libéralisme avait tourné la tête de son ami Borrero, la tête et le cœur. Et il se sépara publiquement de son ancien ami et déclara renoncer à la vice-présidence. Cette volte-face d'un ami dévoué montra quelle était l'animosité des membres du clergé contre leur président, des membres du Congrès, contre leur président, et leur volonté bien arrêtée d'imposer l'annulation ou tout au moins la réforme du Concordat. García Moreno était décidé à lutter et il résolut de donner sa démission plutôt que de laisser entamer un traité qu'il regardait à bon droit comme le salut du pays. Son message aux deux chambres avait un caractère d'ultimatum. Il rendit compte de sa gestion avec franchise, justifiant la conclusion du fameux concordat, destiné, disait-il, à produire dans le pays une véritable restauration morale qui serait elle-même la source de tous les progrès. À quoi serviraient les progrès matériels ou scientifiques si la moralité publique, âme et vie de la société, tombe dans une décadence irrémédiable? L'absence de moralité, c'est partout la ruine, mais spécialement dans un État républicain, où la fragilité des institutions, l'instabilité du gouvernement et la fréquence des révolutions mettent à chaque instant la société sans défense, à la merci des passions sans frein. Ça, c'est la faiblesse, justement, de l'État républicain. Or, comment réformer la moralité d'un peuple si du moins une partie notable des membres du clergé oublie sa mission évangélique? Et comment réformer le clergé si l'on ne restitue à l'Église sa liberté d'action et d'indépendance, dont l'a doté son divin fondateur? Le remède convenable à la situation lamentable dans laquelle se trouve l'Équateur par suite de la servitude de l'Église et le concordat. L'esprit de parti, les tendances irréligieuses et démagogiques, la longue persistance des abus et de la routine, les habitudes d'une vie scandaleuse expliquent l'horreur d'une Église libre et pure. Toute attaque contre le concordat entraînerait donc le déshonneur du pays. Si donc, poursuit García Moreno, si donc
la conduite du gouvernement mérite notre approbation. Si vous l'aidez à sortir de la crise financière, aussi bien qu'à réformer les lois anarchiques en matière d'élection, d'instruction publique, d'organisation municipale et judiciaire, je réponds qu'avant peu, le gouvernement tirera l'Équateur de l'état de prostration dans lequel il l'a trouvé. Dans ce cas, mon mandat terminé, je descendrai du fauteuil avec la conscience d'avoir travaillé sans relâche au bien de ma patrie. Si, au contraire, la majorité du Congrès, me retirant son appui, censure les actes de mon administration, je quitterai immédiatement le pouvoir. Alors, ce message fut accueilli très froidement par les deux chambres. La démission n'aurait pas trop déplu à la majorité, sans les sourds grondements qui annonçaient un orage du côté de la Nouvelle-Grenade. Dans ces conjonctures, se débarrasser de García Moreno, à ce moment-là, c'était livrer le pays à Mosquera. Donc, au lieu de coups de massue, les chambres se bornèrent alors à de nombreuses piques, notamment sur le déséquilibre entre recettes et dépenses. Néanmoins, le Sénat rendit hommage aux améliorations introduites dans l'état matériel et moral du pays, grâce au zèle, à l'activité, non moins qu'à la louable abnégation du président. Quant aux députés, ils furent plus agressifs. La Chambre des députés, sur une pétition du conseil municipal de Guayaquil, accusait le chef d'État d'avoir violé la loi constitutionnelle en promulguant le concordat. Craignant les résolutions extrêmes du président, la majorité n'osait donc jeter par terre le concordat, mais dans l'espoir de le réformer à sa guise, elle exigeait impérieusement la discussion des articles. Et on pataugeait ainsi sur place, quand tout à coup, Mosquera, profitant du conflit, poussa plus loin les odieuses provocations et rendit la guerre inévitable. Entre Mosquera et le Congrès, García Moreno se trouvait dans un embarras extrême. Donc il ne pouvait démissionner sans trahison en face d'un envahisseur, ni combattre l'envahisseur sans sacrifier le concordat aux exigences du Congrès. Donc pour en finir avec les débats insensés et tourner contre Mosquera toutes les forces vives de la nation, il réunit les chefs de l'opposition, il leur expose ses anxiétés et finit par leur dire qu'il considérait toujours le concordat comme inviolable, mais qu'il ne pouvait empêcher le Congrès d'en lacérer les articles. Dans cette révision du concordat, les députés supprimèrent d'un trait de plume les immunités du clergé. Ils rétablirent l'appel devant les tribunaux civils et ils allaient même se jeter sur les biens ecclésiastiques lorsque, pour éviter un plus grand mal, on pria l'archevêque d'en céder volontairement une partie. L'archevêque ayant répondu qu'il ne se croyait pas le droit de disposer des biens de l'Église sans l'intervention du souverain pontife, le Congrès fit passer au président sa prétendue loi de réforme pour qu'il la sanctionnât et l'intima au Saint-Siège. García Moreno garda la pièce et le Congrès s'occupa des prétentions de Mosquera. 6 mois après, les passions un peu calmées, García Moreno, dans une réunion extraordinaire du Congrès, exprima son intention de ne pas exécuter les volontés du Congrès. Rappelant
qu'en tant que peuple catholique, il ne pouvait oublier les liens qui unissent l'Équateur au centre de l'unité religieuse. Donc, délibérant à froid, les représentants jugèrent leurs lois de tout point inexécutables, abrogèrent les dispositions malencontreuses qu'ils avaient édictées et prièrent le président de s'entendre avec le Saint-Siège, ce qu'il accepta sans difficulté. Et ainsi fut sauvé le Concordat. Ainsi également, l'invincible énergie d'un vrai chef d'État triompha des passions de la multitude. Le 15 août 1863, Mosquera jette le masque. Ça existait déjà à l'époque. En lançant aux habitants de Cauca, cette fulminante apostrophe. Marchons ensemble pour substituer le principe révolutionnaire à l'oppression théocratique. La révolution, c'est-à-dire l'État sans Dieu, incarné dans Mosquera, voulait donc détruire l'union de l'Église et de l'État, personnifiée dans García Moreno. Les Colombiens de l'Équateur avaient donc à choisir entre l'oppression théocratique, entre guillemets, du Concordat, et l'oppression satanique du franc-maçon qui, depuis 2 ans, exilait les évêques, emprisonnait les prêtres réfractaires à ces lois schismatiques, chassait religieux et religieuses et spoliait couvents et temples. En un mot, renouvelant les horreurs que nous avons connues en 1793. Le misérable qui leur tendait la main était Monseigneur Manuel José Mosquera, propre frère du tyran, qui finira par être excommunié par Pie IX. Entre la liberté prêchée par cet excommunié et la liberté des enfants de Dieu telle que l'entendait García Moreno, le peuple catholique ne pouvait hésiter, pas d'union avec la Colombie. Nous sommes chrétiens avant d'être républicains et nous avons la conviction que l'arbre de la liberté ne peut naître et grandir qu'au pied de la croix. Représentant de l'Équateur, si dans ses transports frénétiques, la Colombie veut la guerre, disposer de nos biens et du sang de nos enfants. Ces protestations, couvertes de milliers de signatures, traçaient aux chambres leur devoir. García Moreno, uni à ce peuple qui demandait à combattre pro aris et focis, c'est-à-dire pour les hôtels, pour les foyers, exposa aux chambres la situation faite à l'Équateur par la proclamation du 15 août, avec le ferme espoir que le patriotisme des représentants lui viendrait en aide. Il croyait de son devoir d'associer l'Assemblée nationale au salut de la patrie. Les 2 chambres se réunirent en congrès et, après une discussion qui dura 2 jours, députés et sénateurs condamnaient la proclamation de Mosquera et s'accordaient donc avec García Moreno pour repousser toute idée d'union avec la Colombie. Mais dans leur déclaration, on sent que le cœur du peuple ne bat point dans la poitrine de ses représentants. Le peuple catholique se révolte à la pensée d'être gouverné par un persécuteur de l'Église. Les députés, eux, parlent à peine des principes religieux, et le Sénat n'y fait même pas allusion. Mais, d'accord avec Mosquera, pour délivrer leur pays de l'oppression théocratique, c'est-à-dire du gouvernement de Dieu, pouvait-il, sans dérision, toucher la corde religieuse? García Moreno n'avait donc pas la même raison pour garder cette timide réserve. La guerre ainsi moralement déclarée et acceptée, García Moreno voulut cependant,
avant d'en venir aux Romains, épuisé tous les moyens de conciliation. Il envoya donc à Pasto, qui était le QG de Mosquera, le docteur Antonio Flores, avec plein pouvoir, pour conclure le traité d'alliance sollicité par le chef de la Nouvelle-Grenade. La séance de réception de l'ambassadeur fut une vraie scène de comédie. Et finalement, dans un manifeste à la Colombie, ramassis de toutes les injures qui traînaient dans les journaux rouges contre García Moreno, Mosquera l'accusait cyniquement de s'opposer à la régénération de l'Amérique latine, d'avoir voulu soumettre son pays au protectorat de la France, puis de l'avoir converti en fief de Rome par un concordat désastreux pour l'Équateur et la Colombie entière. Et enfin, crime absolu d'avoir rétabli l'ordre des Jésuites. Après ces invectives, et d'autres non moins grossières, il annonçait en guise de conclusion la convocation d'un congrès et une levée de 30 000 hommes pour défendre l'honneur national. Et dès ce moment-là, Mosquera va se conduire comme un furieux. Sans déclaration de guerre, il affiche la rupture à Pasto et il empêche tout commerce avec l'Équateur. Néanmoins, autorisé par le gouvernement, Flores lui fit expédier une dernière fois, par un aide de camp, des propositions d'arrangement. Donc voilà de longues négociations qui ont montré la longue patience de García Moreno après les provocations 10 fois répétées de Mosquera et l'impossibilité de supporter plus longtemps ces insultes sans abdiquer tout sentiment d'honneur. Donc les combats vont s'engager dans une première bataille où 500 hommes vont y rester, à Quaspud, les 2 tiers étant du côté de Mosquera. Vainqueur d'abord, Flores dut se retirer, vaincu et blessé. Et Mosquera dut sa victoire à la trahison des espions de Flores et aux intelligences entretenues, encore par ce même bonhomme, par Urbina, avec certains chefs de l'armée, donc à la trahison de certains chefs complices d'Urbina et vendus à Mosquera. Donc face à cette défaite de Quaspud, García Moreno comprenait que la seule résolution à prendre était vaincre ou mourir. Et le 8 décembre, en apprenant la déroute de son armée, il lance cette proclamation. « Compatriotes, il a plu à Dieu de nous éprouver. Nous n'avons qu'à adorer ses insondables desseins. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut de grands efforts pour sauver la religion et la patrie. Aux armes donc, fils de l'Équateur, volez à la frontière pour combler les vides de l'armée. Implorons tous ensemble la clémence du Très-Haut et, fort de son appui, nous obtiendrons la victoire ou la paix. » Et d'un bout de l'Équateur à l'autre, on lui répondit en courant aux armes. « Non, s'écrièrent les jeunes gens de Quito, nous ne souffrirons pas qu'une poignée de sauvages viennent souiller notre sol et nos temples. Nous n'attendrons pas les bras croisés que le barbare Mosquera, les mains teintes du sang de nos frères, viennent briser nos saintes images, fermer nos églises, exiler nos prêtres. Nous montrerons que nous savons combattre pour la religion du Christ et pour notre nationalité. Double et précieux héritage que nous laisserons coûte que coûte à ceux qui viendront après nous. » Et il organisa une nouvelle armée. 3000 hommes à Ibarra, l'avant-garde, 2000 hommes à Guayaquil, plusieurs bataillons à Quito, renforcés de ceux qui accouraient de Loja, Cuenca, Riobamba, formant un contingent de 5 à 6 000 hommes. Et à la vue de ce soulèvement,
Mosquera perdit sa fierté et de peur proposa au général Flores, alors investi de plein pouvoir, un armistice de quelques jours pour traiter des conditions de paix. Flores ayant accepté, pourvu que ces conditions fussent honorables pour l'Équateur, Mosquera va l'amuser plusieurs jours avec cette espérance d'une suspension d'armes. Flores conclut un armistice jusqu'au 1er janvier. Or, à l'heure où il signait un armistice, Mosquera travaillait à révolutionner la province dans laquelle il avait pénétré. Mais en vain, le 28 décembre, un groupe d'urbinistes, avec à leur tête Espinel, Cudara, Cartagena, Vélez, Molineros et autres révolutionnaires du même acabit, rédigèrent contre García Moreno un pronunciamento en règle. Mais dans toutes les localités, le peuple les reçut avec indignation. Chassés de partout, ils tombèrent dans les mains du gouvernement qui les livra aux juges. Déçu, le 30 décembre, Mosquera signa sans condition à Pinsaqui un traité qui stipulait le rétablissement de la paix et de l'amitié entre les deux pays. Ainsi, Mosquera, laissant en paix l'Équateur, il continua d'emprisonner, de fusiller ses adversaires, jusqu'au jour où les malheureux Colombiens, poussés à bout, le condamnèrent à l'exil. Naturellement, il se dirigea vers Lima, où l'attendait son ami Urbina. À peine réunis, les deux conspirateurs s'obligèrent par un traité en forme à renverser le gouvernement de l'Équateur pour soumettre ce pays au joug de la Révolution. Voyez la ténacité de ces révolutionnaires. Ce pacte secret, dont la presse colombienne révéla cependant l'existence, tomba dans les mains de García Moreno par un hasard que Mosquera ne pouvait soupçonner. Ainsi, quand il lui fut permis de rentrer en Colombie, il ne craignit pas de demander au président, dont il avait juré la ruine, si, le cas échéant, il l'autoriserait à s'arrêter quelques jours à Guayaquil. Et il reçut de García Moreno cette réponse d'un laconisme très expressif: « Si vous mettez le pied sur un point quelconque du territoire de l'Équateur et qu'on puisse vous saisir, je ne réponds point des conséquences. » Mosquera comprit qu'il y allait de sa tête et il gagna le Cauca par un autre chemin. Début 1864, García Moreno se demandait s'il était possible, humainement, de continuer la lutte contre toutes les forces révolutionnaires de l'intérieur et de l'étranger. Libéraux et radicaux s'obstinaient à détruire le Concordat. Les francs-maçons de Colombie s'uniraient à ceux du Pérou pour fraterniser avec Urbina et organiser de nouvelles invasions. Comment maîtriser cette meute furieuse? Avec une armée trop souvent commandée par des traîtres et une constitution assez inepte pour forcer le pouvoir à se croiser les bras devant l'anarchie. Déjà en 1861, García Moreno déclarait le gouvernement impossible si l'on ne modifiait la Constitution, chose qu'il fera plus tard et qui lui permettra de gouverner cette fois-ci. Dès le 10 janvier 1864, après le fameux traité de Pinsaqui, García Moreno manifesta son dessein bien arrêté de rentrer dans la vie privée. Est-ce qu'on sent un certain découragement chez lui? Peut-être qu'il y a eu cela.
devant cette constitution républicaine qui empêchait tout gouvernement. Ce fut un tel tollé, quand on apprit qu'il avait cette intention de rentrer dans la vie privée, ce fut un tel tollé qu'il dut abandonner son projet. Il convoqua donc le Congrès en session extraordinaire pour soumettre à son approbation le traité récemment conclu avec la Colombie et pour remplacer à la vice-présidence Borrero, démissionnaire, présentant Carvajal, son ministre et son ami. Il fut élu par 5000 voix aux acclamations du peuple. Les bons citoyens se reprenaient donc à espérer quand un verdict scandaleux de la Haute Cour de justice provoqua une crise beaucoup plus grave. Il faut ici rappeler la conjuration dont nous avons parlé il y a un instant des Espinel, Molineros, Kudara, Vélez, Cartagena et consorts qui avaient été déférés à la Cour suprême pour crime de trahison. Or, la Cour suprême, qui n'était pourtant pas dirigée par Dupond-Moretti, la Cour suprême, foulant aux pieds toute justice, déclara qu'une conspiration à main armée contre le gouvernement, en présence de l'ennemi et avec le concours de l'ennemi, ne constituait pas un acte de trahison, mais une simple tentative de rébellion, non suivie des faits, et donc non punissable d'après le Congrès de 1863. Évidemment, avec une pareille jurisprudence, le pouvoir tombait, pieds et poings liés aux mains de la Révolution. Encore une fois, il était impossible de gouverner. Aussi indigné que découragé, García Moreno envoya sa démission au Congrès extraordinaire dans les sessions qui venaient de s'ouvrir. Les intentions développées, les termes utilisés dans sa démission au président de l'Assemblée produisirent encore une telle émotion que les membres du Congrès refusèrent d'accepter la démission du président. Le dénouement inattendu de cette longue lutte avec les pouvoirs publics exaspéra le parti révolutionnaire, à qui il ne restait plus pour abattre le président que le poignard du sicaire. Ce parti révolutionnaire combina donc un plan d'action qui devait mettre en mouvement toutes les forces. Le Pérou était devenu leur arsenal et leur boulevard. Ils lanceraient donc des vaisseaux sur Guayaquil ou d'autres points de la côte, pendant que les bandes organisées par leurs soins envahiraient l'Équateur du côté de la Nouvelle-Grenade. Dans la bagarre, leurs complices de l'intérieur se déferaient de García Moreno par ruse ou par violence, et les populations soulevées acclameraient le libérateur Urbina. Les conjurés croyaient pouvoir compter sur plusieurs officiers de l'armée, en particulier sur le général Maldonado, depuis longtemps ennemi personnel de García Moreno. Alors, le complot ourdi, les rôles distribués, il s'agissait de préparer donc le peuple aux plus exécrables attentats en déconsidérant le président. La presse étrangère, à la dévotion du Parti révolutionnaire, fit donc feu et flamme contre ce qu'il appelait le tyran qui faisait de l'Équateur un bagne, ou plutôt un vaste couvent de fanatiques. Il recommençait à exploiter le fameux protectorat français dont nous avions parlé antécédemment et la question mexicaine, quand un conflit opposa le Pérou et l'Espagne. Vous voyez, dans toute cette vie de García Moreno, il y a tout un tas de revirements, qu'on dirait providentiels.
On ne réclamait alors rien moins qu'une confédération des États d'Amérique contre l'Espagne. Cette marâtre, comme il l'appelait, qui voulait à toute force ressaisir ses fils émancipés pour leur infliger à nouveau un martyre de 3 siècles. Les libéraux luttèrent donc avec les radicaux. Sommé de prendre parti, García Moreno observa une stricte neutralité et une prudente expectative, certain que le roi désapprouverait l'acte du général Pinzón, qui occupa les îles Chincha, partie intégrante du territoire péruvien, objet du conflit. García Moreno offrait même sa médiation pour une solution prompte et amicale du conflit. Et les journaux du Parti révolutionnaire ne manquèrent pas d'interpréter cette conduite prévoyante et circonspecte comme une insulte au Pérou et un abandon des droits de l'Amérique. Le cabinet de Lima refusa la médiation proposée. On stigmatisait de tous côtés cette politique d'abstention et d'indifférente neutralité. Borrero chargea de son mieux pendant 3 mois son ami des anciens jours, et son intime, le docteur Vega, gouverneur de Cuenca, suspendu de ses fonctions pour abus de pouvoir, démissionna bruyamment, afin de combattre sans trêve ni merci ce qu'il appelait la tyrannie théocratique. L'heure arrivait donc pour les conjurés d'exécuter le complot ourdi contre l'Équateur et son chef. Tout était prêt, tout était organisé, notamment par Maldonado, un des conspirateurs graciés par la Cour suprême, pour un assassinat en règle du président. Et en même temps, la prise de la caserne d'artillerie avec l'aide de Jaramillo, aide de camp de García Moreno, qui s'était décidé à livrer son maître. On avait corrompu l'officier de garde qui devait, le 23 juin, livrer la caserne. Mais toutes les précautions deviennent inutiles quand Dieu n'est pas du complot. Et il l'avait oublié. Et lors d'une dernière réunion, quelques heures avant la prise de la caserne, un des amis des conjurés, qu'une confidence avait mis au courant, vaincu par ses remords, révéla au président tous les détails de la conspiration. Sans perdre un instant, García Moreno vola à la caserne et fit comparaître l'officier de garde, qui, sous peine d'être fusillé, révéla les noms des complices et le lieu de leur réunion. Il fit saisir les coupables, les emprisonna, et García Moreno, comprenant que la Révolution avait juré sa mort et ne désarmerait pas, il fit exiler au Brésil ses conspirateurs, et le colonel Vintimilla reçut l'ordre de battre tout le pays pour mettre la main sur Maldonado. De leur côté, les révolutionnaires n'épargnèrent aucun effort pour sauver leur grand chef. Pendant 2 mois que durèrent les perquisitions, le pays, au comble de l'angoisse, s'attendait chaque jour à une invasion que Urbina préparait dans les ports du Pérou. L'Équateur fut en effet assailli de tous côtés par une vraie bande infernale. Le 21 juillet, une compagnie de pirates, équipée toujours par le même Urbina, se jeta sur la province de Manabí pour l'insurger et la piller. Le gouverneur, Salazar, à ne pas confondre avec le président du Portugal évidemment, avec une troupe de braves en massacra un bon nombre. Le 27 juillet, la province d'Orient devenait le théâtre d'un autre mouvement insurrectionnel. Le 24 août, les vaisseaux d'Urbina débarquaient des centaines de soldats à Machala et Santa Rosa.
García Moreno, quant à lui, levait les troupes et ce même 24 août, Maldonado fut découvert, arrêté près de Guayaquil. García Moreno décréta que le traître Maldonado serait fusillé le 30 août sur la place Saint-Dominique. La veille de l'exécution, García Moreno trouva en Maldonado un homme dur et hautain. « Préparez-vous à paraître devant Dieu », lui dit García Moreno. Et Maldonado, connaissant l'implacable fermeté de son chef, demanda un prêtre et mit en ordre sa conscience. À 5 heures, il était fusillé, et le soir même, García Moreno lançait dans tout le pays cette proclamation laconique: « Équatoriens, votre repos, vos biens, votre vie même sont menacés depuis trop longtemps par des criminels dont notre législation assure l'impunité. L'immoralité et l'impunité de quelques misérables mettent l'ordre public en danger. Dans cette épouvantable crise, le gouvernement doit opter entre 2 partis extrêmes. Laissez l'ordre public, vos intérêts les plus chers, vos lois, votre constitution, sombrer dans l'anarchie, ou prendre sur lui la grave mais glorieuse responsabilité de comprimer leur faveur par des moyens sévères mais justes. Aussi, qu'on le sache bien, ceux que l'on aura corrompus tomberont sous le plomb vengeur. Au crime succédera le châtiment, et je l'espère, au péril qui nous menace, la paix objet de vos désirs. S'il faut sacrifier ma vie pour obtenir ce résultat, je l'immolerai de bon cœur à votre repos et à votre félicité. » Les révolutionnaires crièrent, encore une fois, à la tyrannie, à l'arbitraire, à la cruauté. Et au congrès de 1865, García Moreno n'invoqua pas d'autre principe que le suivant pour justifier sa conduite. Placé dans l'alternative, ou de livrer ma patrie aux mains d'indignes malfaiteurs, ou de la sauver en les exterminant sur l'échafaud, je ne pouvais ni devais hésiter. Ainsi, délivré de Maldonado, García Moreno tourna ses armes contre Urbina, qui, à la tête de 500 ou 600 bandits, occupait la ville de Machala. Un décret de García Moreno le mit hors la loi, ainsi que ses complices. Des bataillons expédiés de Guayaquil sur Machala avaient ordre de s'emparer par tous les moyens de Urbina afin de lui faire expier sur l'échafaud sa longue série de forfaits. Aussitôt, Urbina gagna, avec Robles, la frontière du Pérou. Ainsi avorta l'expédition, depuis 6 mois préparée par la révolution cosmopolite pour renverser García Moreno. La campagne terminée, García Moreno parcourut les provinces envahies, distribuant des récompenses à ceux qui avaient vaillamment combattu. Il félicita les populations pour leur courageuse fidélité. Il fit grâce aux malheureux qui s'étaient laissés corrompre par surprise ou par frayeur. Il se montra par contre inexorable envers les soutiens et les complices d'Urbina. Dans la prison de Cuenca se trouvait un chef d'insurgés, Campo Verde. Condamné à mort par un conseil de guerre, il devait subir sa peine le jour même où García Moreno fit son entrée à Cuenca. Et on profita de cette circonstance pour solliciter la grâce du coupable. García Moreno répondit: « Si vous invoquez la justice, montrez que cet homme n'est pas coupable. Si c'est la charité, ayez pitié des innocents que vous allez faire périr.
car si j'épargne ce criminel, demain le sang coulera dans quelque nouvelle révolution. Campo Verde fut exécuté. Cette invincible fermeté, qui l'empêcha toujours d'immoler la justice à la pitié, donna à García Moreno de triompher de la Colombie et du Pérou, auxiliaire d'Urbina. Pour García Moreno, l'indépendance, oui, vie d'un peuple et premier de ses biens, mais en combattant les ennemis de l'indépendance. Et ces ennemis sont la licence, la démagogie et l'anarchie. L'union, oui, garantie de la paix, condition de la force, mais en respectant le droit et la justice à l'égard de tous les peuples. Et enfin, la liberté, pour tout homme sincère, n'est point un cri de guerre et d'extermination, mais un moyen de progrès, quand toutefois la moralité règne dans le peuple, la justice dans les lois, la probité dans le gouvernement. L'ami véritable de la liberté, c'est l'homme qui se consacre à moraliser son pays, à corriger les injustices sociales, à unir les gens de bien pour travailler sans relâche à la prospérité publique. C'est ce que répondit García Moreno à Fierro, chargé d'affaires, accrédité par le gouvernement de Bogota, près du gouvernement de l'Équateur, pour, selon lui, resserrer les liens entre les deux pays. Quant au Pérou, il reçut une leçon non moins rude et non moins méritée. Pour mettre un terme au conflit hispano-péruvien, les représentants des républiques du Pacifique, y compris l'Équateur, se rassemblèrent à Lima. Le ministre du Pérou fit une sortie contre l'Équateur et certains actes de son président, accusant son peu de foi dans les institutions démocratiques. À cette dénonciation, García Moreno répondit par son ministre des Affaires étrangères qu'il ne s'abaissait pas à réfuter des accusations gratuites. D'autant que 2 fois en pleine paix, l'Équateur avait été envahi par des bandits enrôlés au Pérou, armés et équipés aux frais du Pérou. Le Pérou dut subir l'humiliation de voir la politique de García Moreno triompher au Congrès. Obligé de recourir à des négociations diplomatiques, dont il parlait avec tant de dédain, il conclut avec l'Espagne un traité fort onéreux, en vertu duquel il rentrait en possession des îles Chincha, mais après avoir désavoué les injures prodiguées aux agents espagnols et payé une indemnité de 3 millions de piastres. Il se vengea sur l'Équateur de cette honteuse déconvenue en soutenant et encourageant les conspirateurs au point que García Moreno suspendit toute relation avec le gouvernement péruvien. Et ainsi se termina, début 1865, cette lutte de 4 ans par un seul homme contre les révolutionnaires de son pays. 2 armées étrangères pour les appuyer et l'Amérique entière pour les acclamer. Peu importe, le Concordat était implanté, les réformes sociales en voie d'exécution, malgré l'opposition du Congrès, malgré les trahisons d'un Maldonado, malgré les invasions d'un Urbina, malgré les ruses d'un Castilla et malgré les fureurs d'un Mosquera. Tout simplement parce que, en cherchant Dieu et la justice, García Moreno avait prévalu contre tous. Il ne restait donc à la Révolution que de déplacer, à l'expiration de son mandat, le colosse qu'elle n'avait pu renverser. L'année 1865 était l'année fatidique, donc, de l'élection présidentielle. Les révolutionnaires hâtèrent de leurs vœux
cette période électorale. Vous savez que l'égalité républicaine ne confiait le pouvoir que pour 4 ans et sans faculté de réélection. C'est le mode d'agir des États-Unis. Donc García Moreno voyait arriver cette élection présidentielle avec une certaine inquiétude. Il avait accepté le pouvoir par force en 1861. Il l'avait volontairement déposé en 1863. Il ne consentit pas à une nouvelle élection en raison de la Constitution de 1861, qui était la cause pour lui de tous les désordres. On verra d'ailleurs plus tard qu'en changeant la Constitution, il va enfin pouvoir agir et gouverner lors de sa 2e présidence. Il se repentit d'ailleurs, toujours, d'avoir accepté le pouvoir, mais le pouvoir amoindri par cette Constitution. Personnellement désintéressé dans l'élection, il n'avait plus qu'un devoir à remplir envers la patrie, travailler de toutes ses forces à se donner un successeur assez catholique pour comprendre l'œuvre de régénération inaugurée par le Concordat. Et puis un homme assez énergique pour empêcher la révolution de la ruiner, chose qui n'était pas facile. Appuyé donc sur 3 principes, le premier, c'est que le gouvernement a le droit d'éclairer le peuple en lui présentant le candidat de son choix. Le deuxième, les employés ne peuvent sans trahison travailler contre le candidat officiel. Et le troisième principe, les partis peuvent proposer leur candidat, mais à la condition de ne pas employer contre leurs adversaires mensonges, outrages ou violence. Donc, appuyé sur ces 3 principes, il propose au choix des électeurs Don José María Caamano de Guayaquil, qui possédait, selon lui, les qualités essentielles d'un homme d'État, c'est-à-dire une honorabilité sans tache, une énergie de caractère, un sens droit, un esprit religieux, catholique pratiquant sans respect humain, d'où la haine des francs-maçons qu'il dut subir. Mais un malentendu vint contrarier les desseins du président. García Moreno avait fait fermer un club urbiniste composé en grande partie de radicaux, plus ou moins compromis dans les dernières insurrections. Là-dessus, réquisitoire des libéraux et des radicaux contre la tyrannie du gouvernement. Et là-dessus, Caamano déclara publiquement qu'il refuserait une candidature imposée par la violence. Caamano se rétracta donc devant la nation en déclarant que s'il avait connu l'existence des sociétés séditieuses, il eût approuvé les mesures prises par le gouvernement. Néanmoins, suite à cela, García Moreno crut devoir choisir un candidat moins prompt à subir l'influence libérale. En effet, s'il commençait comme ça, c'était plutôt mal parti. Il choisit alors Jerónimo Carrión de Cuenca, un homme simple, religieux, ami de l'ordre et du travail, irréconciliable ennemi des anarchistes et fermement décidé à défendre le pays contre leurs entreprises. Les conservateurs, guidés par García Moreno, se rallièrent à cette candidature. Dans le camp de l'opposition se présentaient Pedro Carbo, l'homme des radicaux, et Gómez de la Torre du Parti libéral. Pedro Carbo, révolutionnaire exalté, ami intime d'Urbina, n'avait aucune chance d'arriver. García Moreno avait dit de lui: « Vous voyez devant vous la nullité en 2 tomes. » Mais comme l'écrivait le père Berthe, que de nullités encombrantes aspirent à gouverner le monde,
grâce à l'ineffable bêtise du suffrage universel. Mensonge universel, comme l'appelait le pape Pie IX. Pedro Carbo le sentit lui-même et il s'exila bruyamment à Lima. Combiné avec ses amis et avec son ami Urbina, un nouveau plan d'insurrection, et rebelote. Quant à Gómez de la Torre, il était d'un libéralisme des plus élastiques et de plus assez incapable, à cause de ses idées fantastiques et de son manque d'énergie pour gouverner un pays travaillé par la Révolution. Depuis 4 ans, il se montrait l'implacable ennemi de la politique autoritaire, entre guillemets, de García Moreno. Tous les démagogues se rallièrent à Gómez, persuadés qu'un libéral au pouvoir fera toujours la courte échelle au radicalisme, ce qui est tout à fait vrai. La bataille s'engagea donc, non pas sur le mérite respectif des deux candidats, mais sur la politique de García Moreno. L'opposition fut menée, hélas, par Borrero, insultante pour l'homme de la contre-révolution, alors qu'il avait été ami de García Moreno pendant 20 ans. Durant quelques semaines, García Moreno le laissa déblatérer à son aise, puis, en vertu du droit constitutionnel, il cita Borrero et le docteur Arizaga, un de ses complices, à comparaître devant lui pour rendre compte de leurs calomnies qui pouvaient être qualifiées d'attentat contre l'ordre public et le gouvernement établi. Borrero partit se cacher. L'élection eut lieu le 15 mai 1865. Le candidat du gouvernement obtint 23 000 suffrages. Gómez de la Torre n'en put conquérir que 8 000. Désespoir de l'opposition libérale et radicale qui craignait que le président Carrión adopterait la politique de García Moreno et que l'on risquait de voir après lui García Moreno reprendre les rênes, ce qui se fera évidemment. Cette désolante perspective inspira donc aux anarchistes la résolution de jouer leur va-tout et de tenter un effort suprême pour s'emparer du pays. Et on recommence. Ils pouvaient compter sur les 7 à 8 000 opposants. L'armée, considérablement réduite, n'avait plus de chef. Flores était mort en octobre. García Moreno sortait de sa charge, n'ayant plus la même influence sur ses soldats, ni la même autorité pour se faire obéir. Le 31 mai au soir, donc 15 jours après l'élection, une cinquantaine d'urbinistes, armés de poignards, de revolvers, commandés par José Marcos, s'emparèrent d'un navire marchand, le Washington, sans difficulté, puisque le capitaine avait reçu 1000 piastres d'Urbina pour lui livrer ce vaisseau rempli d'armes et de tous les engins nécessaires à un abordage. Vers 11 heures du soir, par ruse, ils s'emparèrent du vapeur Guayas, après avoir tué le commandant Matos et les pauvres marins désarmés, et gagnèrent la haute mer. On apprit le lendemain que le navire et le vapeur, ainsi qu'un 3e vaisseau, le Bernardino, mouillaient dans la rade de Jambeli. Urbina et Franco, à la tête de plusieurs centaines d'Équatoriens et de Péruviens, commandaient l'expédition. 3 jours après, García Moreno apprend qu'Urbina, avec une flottille bien armée, est devenu maître du Guayas et menace non seulement la côte, mais le port de Guayaquil. Prompt comme l'éclair, en un instant, sa résolution fut prise et son plan de campagne arrêté. Un décret fut placardé sur tous les murs du Guayas, stipulant que cet attentat constitue, selon notre Constitution, notre législation, un acte de véritable piraterie. Par décret du président de la République, sont considérés comme pirates les détenteurs du Washington et du Guayas. Libres à tout vaisseau de guerre,
étrangers de les poursuivre et saisir même dans les eaux de l'Équateur. Les pirates seront jugés en conseil de guerre et punis selon la rigueur des lois. Et puis, enfin, il déclara l'armée en campagne, le président de la République se chargeant en personne du commandement de l'armée. La terreur s'empara alors des révolutionnaires, dans la cité comme dans les casernes. De plus, sans attendre les pirates, García Moreno se proposa d'aller les battre dans la rade de Jambeli, où stationnait leur flottille au moyen du vapeur, le Talca. Il encouragea soldats et marins à faire leur devoir, les accompagnant pour être, disait-il, témoins de votre discipline et de votre valeur afin de vous récompenser dignement. García Moreno quitta le port de Guayaquil le 25 à 18 heures et le 26 à 8 heures, les canaux éclaireurs reconnurent la position des vaisseaux ennemis dans la rade de Jambeli. Au moment donné, García Moreno commanda le feu et tout fut un véritable succès. Sauf le Guayas, qui sombra quelques minutes après le combat. Les vainqueurs avaient en leur possession toute la flotte d'Urbina. Ils n'avaient qu'à regretter que des pertes insignifiantes en comparaison du nombre d'ennemis tombés sous le feu. Le seul regret de García Moreno fut de ne pas avoir assez d'hommes pour se mettre à la poursuite des fuyards et de s'emparer enfin d'Urbina. Avant l'entrée triomphale des victorieux à Guayaquil, García Moreno voulait accomplir cet acte de justice, à savoir le jugement de 45 prisonniers. 17 d'entre eux avaient été enrôlés de force, ils furent graciés. Les autres furent condamnés à mort, dont José Marcos, le chef de bande, et fusillés. Le retour à Guayaquil fut triomphal. Le lendemain, vers 8 heures, comparut devant García Moreno un avocat, le docteur Viola, agent principal d'Urbina à Guayaquil, découvert par ses lettres à Urbina, laissées par Urbina lui-même dans le Washington. À 17 heures, il était fusillé. Et à un interlocuteur qui sollicitait la grâce de Viola, voilà ce qu'il répondit: vous répondrez devant Dieu du sang que vous allez verser, lui dit l'interlocuteur. Non pas moi, lui répondit García Moreno, mais celui qui, pouvant prévenir ses crimes, ne l'a point fait. Et c'est ainsi que par l'exécution de quelques scélérats, García Moreno sauva des milliers d'innocents. Le résultat était le seul qu'il poursuivait: l'échafaud dressé pour le criminel garantira désormais aux honnêtes gens la paix et la sécurité. Enfin, pour terminer ce soir, l'homme nécessaire, 1865. Après l'expédition de Jambeli, García Moreno devint l'homme providentiel pour dompter le monstre révolutionnaire. Son retour à Quito fut un triomphe. Il descendait à ce moment-là du fauteuil présidentiel. Et ce fut pour lui une occasion d'adresser au peuple de chaleureux remerciements, mais aussi pour la société de Quito, à leur président, ainsi que toutes les classes de la société. Outre les remerciements, les nombreuses preuves de reconnaissance, les citoyens auraient désiré pour García Moreno une reconnaissance officielle qui joignit à l'honneur personnel l'avantage de conserver un défenseur de la patrie. Selon eux, donc selon le peuple, le Congrès eût dû le nommer général en chef de l'armée et firent même de ce vœu l'objet d'une pétition aux députés. García Moreno devait donc rendre des comptes de sa gestion au Congrès.
Le bruit courait déjà que certains députés, ennemis acharnés de García Moreno, allaient demander sa mise en accusation pour actes illégaux et arbitraires des dernières années. Les patriotes alors affichèrent une note sur les murs de la capitale. Libérateur de la patrie, il faudra l'accuser d'avoir maintes fois arraché aux mains de ses bourreaux le poignard qu'ils brandissaient contre elle. Au banc des procureurs figureront les pirates et leurs complices. Protecteurs de la religion et de la morale, il est de toute nécessité que les démagogues sans pudeur viennent l'accuser d'avoir porté le fer et le feu dans le chancre de la dissolution sociale, si bien alimentée par leur doctrine corrompue. Défenseurs de l'ordre et de la propriété, il est tout naturel que les traîtres et les anarchistes, les flibustiers et les communistes l'accusent d'avoir sauvé la nation de l'esclavage, de l'assassinat, de l'extermination, au grand détriment d'une horde de bandits altérés de sang et de pillage. Voilà ce qui était affiché. L'Équateur offrira ainsi au monde un spectacle unique dans son espèce. D'une part, tout un peuple au pied de son Dieu, demandant grâce et bénédiction pour celui qu'il appelle son Père, et d'autre part, une poignée de scélérats maudissant l'homme que tout le peuple bénit. García Moreno rendit compte donc au Congrès de tous ses actes, avec une souveraine dignité, sans craindre d'affirmer que les invasions d'Urbina avaient été favorisées par ce même Congrès devant lequel il parlait, en désarmant le pouvoir, en accordant l'impunité aux fauteurs de rébellion. Et il conclut « Je jure que j'ai sauvé la patrie en dépit de vos congrès ». Il dénonça ensuite tous les vices du système politique libéral. Multiplication des élections populaires, despotisme absolu des municipalités en matière électorale, organisation judiciaire défectueuse, règlement de l'instruction publique plus défectueuse encore. Et après avoir exposé l'état des finances, de l'agriculture et de l'industrie, il fit remarquer les grands progrès accomplis, ainsi la route de Quito à Guayaquil, et affirma n'avoir omis aucun sacrifice pour la défense et la prospérité de la patrie, comme aussi de n'avoir eu d'autre mobile en tous ses actes que son intérêt et sa grandeur, l'intérêt de la nation, de la patrie, et la grandeur de la patrie. Ce message fit une grande impression sur les membres du Congrès, à tel point que la réponse du Congrès fut assez significative. Nous déclarons que le chef de l'État a bien mérité de la patrie. C'était peut-être des mots, mais quand même. Dans cet acte officiel et public, García Moreno fut salué comme n'ayant transgressé les lois que pour obéir à la loi suprême, à la loi naturelle qui lui commandait de sauver le pays. Mais le Congrès alla plus loin. La Constitution interdisait au président sortant de sortir du territoire avant 1 an sans l'autorisation du Congrès. García Moreno, qui voulait avoir les coudées franches, demanda cette autorisation. Et ce fut le grand émoi dans le public, qui voyait grandir l'ombre d'Urbina à la seule pensée de voir García Moreno s'éloigner de l'Équateur. Autoriser l'ex-président à quitter l'Équateur, ce serait permettre aux anarchistes d'y rentrer, lisait-on sur des imprimés répandus dans la capitale. Et la majorité, d'accord avec le vœu populaire, vota alors l'internement de l'homme nécessaire, ce qu'ils appelaient l'homme nécessaire, après de longs débats. Et nous verrons la prochaine fois la tentative d'assassinat par Viteri. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.